nous recevons le président himself, le président du Conseil de l'Ordre des médecins, le docteur Patrick Bouet, réélu exactement, c'est ça l'actualité Philippe, exactement réélu il y a un an, jour pour jour, quasiment jour pour jour, pour son deuxième mandat de président du Conseil de l'Ordre des médecins. Je salue également notre ami Renaud Degas de Presse Info Plus qui vous interrogera également et qui est l'organisateur avec nous de ces contrepoints de la santé. Nous vous interrogerons le président Bouet sur les sujets d'actualité, de la santé, mais aussi évidemment sur les questions de fond qui relèvent des missions de votre institution. Mais on vous demandera surtout comment va le moral des médecins, leur situation, mais leur avenir également. Sont-ils rassurés ou dégagés de toutes les inquiétudes qu'ils avaient? En tout cas, vous-même, vous étiez souvent très anxieux, parfois vous reprochiez de manière très vive les décisions ou les directions qui avaient été prises par le précédent gouvernement ou peut-être même la précédente ministre. Vous nous direz si votre état d'esprit a changé. Je salue et je remercie de leur présence nos confrères et consoeurs journalistes venus et tous ici, très nombreux. Beaucoup de jeunes femmes, comme à l'Assemblée nationale. Vous avez remarqué, Philippe Leduc? Ça ne m'étonne pas. Voilà. Et qui sont ici ce matin pour venir nous écouter, vous écouter. Voilà. Et puis, je salue et encore merci à nos amis partenaires, évidemment Point Vision, François Pelaine, qui en est le président, le groupe Pasteur Mutualité, qui est présidé par Michel Cazogade, et MSD, un grand laboratoire, et la présence de Christian Göttgeber ce matin avec nous. Voilà, tout ça, des très belles entreprises de santé proches des médecins et intéressés par la médecine. Renaud nous expliquera, ou en tout cas posera des questions, les questions que vous posez, il nous expliquera comment ça va marcher. Vous nous l'expliquez tout de suite? Oh, ça marche. Oui, on inaugure là dans cette séance, puisque on sait qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient un petit peu frustrés de ne pas pouvoir poser les questions. Donc pour combiner un débat qui soit maîtrisé dans le temps, on vous propose de passer par Twitter avec le hashtag Contrepoint Santé. Alors Contrepoint avec une petite subtilité, avec un S et santé, donc il y a 2 S, Contrepoint Santé, attaché par le hashtag. Donc posez-les vos questions par ce hashtag-là, et moi je les relayerai en fin de débat pour avoir les réponses du docteur Bouet. Voilà. Alors Contrepoint, on se digitalise, hashtag Contrepoint de santé, Contrepoint de la santé. Hashtag, non, Contrepoint Santé, j'insiste, Contrepoint, TS Santé, SANTE. Voilà, et merci donc au Twitter. Voilà, alors je disais content, rassuré, toujours inquiet, toujours aussi furieux à l'encontre des politiques, alors que M. Bouet, tout semble nouveau et on marche. Bonjour à tous, tout d'abord. Que d'épithètes. Pourquoi être aujourd'hui rassuré? J'attends. Comme tout le monde, je veux voir quelles vont être les grandes orientations qui vont être prises. Rassuré parce qu'effectivement, il semble depuis quelques semaines que la volonté de dialogue, de reprise, de contact avec l'ensemble des acteurs de la santé est là, mais tout est devant nous. Donc, rassuré, vigilant et toujours aussi actif, oui. Mais Président, est-ce que c'est bien le rôle de l'ordre de s'immiscer dans la politique? Votre rôle, c'est défendre la déontologie médicale, défendre la qualité, défendre les patients. Et depuis un an, plus principalement, avec votre grande enquête, votre grand dossier, vous faites de la politique. Est-ce bien la mission de l'ordre et finalement, c'est quoi la mission de l'ordre? Non, enfin, permettez-moi de vous dire, est-ce bien la responsabilité des citoyens de faire de la politique? Oui, me semble-t-il. Enfin, et là, vous êtes président de l'ordre. Regardez le Code de santé publique. Que dit le Code de santé publique? L'ordre représente la profession. Nous sommes bien dans notre rôle, effectivement, dès lors que nous prenons position pour que qualité des soins, pertinence des soins, efficacité des soins, bien-être des professionnels et des usagers, mesures structurantes du système de santé, autant de choses dans lesquelles usagers et professionnels doivent se sentir bien. Donc l'ordre des médecins est tout à fait dans la mission que lui a confiée le législateur. Oui. Et vous avez estimé qu'il y avait danger. Il faut dire que l'accès aux soins est difficile, la qualité est perfectible. Vous pensiez qu'il fallait vraiment prendre le taureau par les cornes? C'était une absolue certitude et elle n'émanait pas que de l'ordre d'ailleurs. Je vous renvoie au débat de ces 5 dernières années, mais qui finalement n'était que la conclusion de ce qui s'était passé dans les 2 ou 3 décennies précédentes. Donc effectivement, oui, il y avait urgence et matière à ce que l'institution ordinale
prennent position dans le débat de santé publique, dans le débat d'organisation, dans le débat structurant. Oui, il y a urgence. Et parfois, on vous reproche de vous intéresser plus aux médecins, c'est important, qu'aux patients. On a fait un petit sondage sur Twitter, alors sur ma mailing list, enfin sur mes followers, comme on dit, il y a sûrement plus de médecins que de patients, mais les Twitter considéraient qu'il fallait que vous vous intéressiez plus aux médecins. Alors comment vous faites l'équilibre? Parce que les patients disent un peu l'ordre défend les médecins et pas assez les patients. Alors comment vous trouvez le bon... Vous savez, globalement, je pense que la mandature que j'ai exercée depuis 4 ans maintenant est celle pendant laquelle l'ordre a été le plus aux côtés des associations d'usagers, le plus aux côtés des acteurs professionnels. Donc je n'ai pas le sentiment que nous avons privilégié l'un à l'autre. Nous avons tenté de faire comprendre que rien n'allait l'un sans l'autre. Et c'est le sens que nous voulons donner à l'action de l'institution ordinale. À ce stade de notre débat, qu'est-ce qui vous paraît le plus important, les grandes lignes maîtresses? Vous avez beaucoup parlé de territoire, vous avez beaucoup parlé de déconcentration. Même on aurait presque pu penser que vous étiez un décentralisateur né, presque un révolutionnaire de cette... en la matière. À tout le moins un Girondin. À tout le moins. Moi, j'accepte le mot révolutionnaire dans le sens où il s'agit de tenter de donner un nouveau sens à un système qui est en bout de course. Vous savez, nous, il y a 3 maîtres mots: territoire, formation, coopération. Voilà ce que doit être l'avenir de la pensée structurante en matière d'organisation des soins. C'est ce que nous disons depuis 4 ans, c'est ce que nous allons continuer à dire, et ce en quoi nous allons tenter de convaincre les acteurs politiques. Pourquoi en bout de course? Pourquoi en bout de course? Pourquoi un système aussi... dont le fond aussi ébranlé? Vous savez, un système qui aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous le fait dire? Comment vous pouvez nous l'illustrer? Écoutez, je l'illustrerai tout simplement parce que 3 problèmes majeurs existent. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations qui ont envie de faire leur métier ne savent plus où et comment le faire. Le deuxième, c'est que la population, et elle l'a exprimé, me semble-t-il, dans ses échéances électorales, attend de la proximité et du service public à ses côtés, et que globalement, c'est une question majeure. Et le troisième, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à vivre dans un système qui, cloisonné, ne permet pas les échanges et les passages et le travail en commun entre les différents acteurs. Alors vous le avez monde fait public, le monde salarié, le monde libéral. Vous avez fait une sorte de livre blanc dans lequel vous défendez le principe, le concept de bassin de proximité santé, le BPS. Alors vous voulez que tout le monde travaille ensemble, mais on a l'impression que c'est un peu... tout le monde doit travailler ensemble, mais par bonne volonté. Qui peut organiser ça sur les territoires? C'est votre grand axe, comme le disait Pascal, mais comment faire en sorte qu'on avance sur cette organisation territoriale que tout le monde souhaite, en fait? Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, et je vous engage à lire le rapport de l'Ordre sur les initiatives territoriales. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on ne regarde pas ce qui se fait dans les territoires. Les professionnels, les usagers, les acteurs politiques de terrain, ils n'ont pas attendu que le monde politique national se penche sur leurs problèmes. Aujourd'hui, ils sont acteurs organisationnels dans leur territoire. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une gouvernance qui est pour mission d'aller au plus près des territoires et d'être organisateur dans les territoires avec les professionnels et avec les acteurs politiques. Il faut donc changer la gouvernance. Oui, alors on est au cœur du sujet. La gouvernance, c'est l'Agence régionale de santé, l'ARS. Oui. C'est l'ARS qui doit organiser tout ça. C'est en tout cas, l'État doit donner les règles générales qui garantissent le citoyen dans sa capacité d'accès aux soins, et les directeurs généraux d'ARS aujourd'hui doivent être des facilitateurs d'action territoriale. Il faut aujourd'hui pouvoir s'organiser au plus près du terrain. On a dit bassin de proximité santé parce qu'il fallait donner un nom à une vision. Et cette vision, c'était rassembler dans un territoire les initiatives au service de la population et au service des professionnels. Mais il y a un grand sujet qui est l'accès aux soins quand même. Et c'est quand même, on peut dire, peut-être l'échec du quinquennat précédent, où on a des difficultés à accéder à un médecin dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. À Paris, en 10 ans, il y a 25% de moins de généralistes, je crois. Donc il y a un problème de disponibilité du médecin. Disponibilité en temps et disponibilité tout simplement du médecin. Et vous êtes contre l'augmentation du numerus clausus? Disons quand même que les difficultés démographiques de la médecine ne datent pas de 5 ans. Cher Pascal, vous voulez défendre le précédent quinquennat. Non, c'est vrai que ça monte à loin. Un peu de justice et d'équité dans l'analyse. Alain Juppé a aggravé le numerus clausus à l'entrée des études de médecine. Alors,
comment en sortir? Est-ce que vous n'êtes pas encore un peu en retrait? Il faut plus de médecins sur le territoire. C'est assez paradoxal, puisqu'en début de séance, vous disiez que nous étions trop en dehors de notre mission, et maintenant nous sommes en retrait. Non, regardons les choses avec objectivité. Ce qui s'est passé, ce n'est pas la responsabilité du quinquennat précédent. C'est la responsabilité d'un ensemble de mesures qui sont en place et qui se sont mises progressivement en place depuis 15 ou 20 ans. Donc il ne faut pas jeter l'anathème sur ce qui s'est passé ces 5 dernières années, qui n'était que la conséquence ou l'exacerbation d'une politique qui avait précédé. Nous sommes d'accord. Ben j'en suis heureux. Donc il faut aujourd'hui sortir de cet espace. Sortir de cet espace, ça veut dire redonner à l'acteur de territoire sa capacité d'agir. Ne pas l'enfermer dans de la normalisation, dans des normes qui bloquent le processus. J'en donne un exemple qui m'apparaît assez simple. Aujourd'hui, pour tous les acteurs, la maison de santé pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, c'est la solution. Pour le président de la République en particulier. Mais j'ai dit pour tous les acteurs. Ouais, pour le premier. Ne me faites pas interpeller uniquement le président de la République. Tous les acteurs aujourd'hui. Et ça suffit pas, bien c'est la maison de santé pluridisciplinaire qui est la solution. Or, nous avons démontré dans notre rapport qu'il y a bien d'autres modes d'organisation qui peuvent être des solutions. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une véritable impulsion de gouvernance de territoire. Vous savez, j'ai été très sévère avec les DGARS, dont un certain nombre, je l'espère, ne me tiennent pas rigueur. Ça n'est pas parce que je les ai mis en cause individuellement, et j'en ai un illustre en face de moi, c'est simplement parce que je crois que la gouvernance n'a pas développé la capacité au niveau des ARS d'être un interlocuteur de territoire, d'être un facilitateur d'initiative. Il faut aujourd'hui agir dans les territoires. Mais nous en avons énormément. Vous savez, j'en ai un, le groupement hospitalier de territoire des Deux-Sèvres. Vous savez que nous n'avons pas été des enthousiasmes du groupement hospitalier de territoire. Deux-Sèvres. Pourquoi Deux-Sèvres, oui. Deux-Sèvres, c'est une Vous voyez à peu près où c'est. Hein, c'est une terre de l'Ouest, on va dire. Non, je me demandais, non, Deux-Sèvres, ce n'est pas la terre d'élection de Ségolène Royal, c'est ça, non? Royal, c'est ça. Non, écoutez, ne m'amenez pas vers des noms qui n'ont pas de responsabilité dans le schéma structurant. En tout cas, ce n'est pas Marisol Touraine. Hein. En fait, c'était ça mon erreur. Prenons le GHT. Le GHT des Deux-Sèvres, qu'a-t-il fait finalement? En dehors de la réglementation, en s'exonérant finalement de façon dérogatoire du processus de régulation. Il a dit « je vais constituer une vision territoriale de l'organisation des soins ». Il s'est donc allié avec les établissements privés, avec les médecins ambulatoires, pour organiser, mailler l'ensemble du territoire des Deux-Sèvres. On a donc là un GHT qui, de façon structurante, a décidé de faire disparaître les barrières. Qui a pris l'initiative? Ce sont les Deux-Sèvres, c'est le conseil départemental. Non, mais les Deux-Sèvres, ça ne veut rien dire. C'est l'agence régionale de santé, c'est les médecins, Non, pas du tout. Ce sont les acteurs de territoire qui ont ensemble travaillé pour porter vers l'ARS une initiative structurante. Public et privé? Public, privé et libéral. Mais vous ne répondez pas à ma question sur le numerus clausus. Vous êtes opposé à son augmentation, alors que de toute façon, on sait jusqu'en 2025, on va encore manquer de médecins, il y aura de moins en moins de médecins généralistes en particulier. Alors vous dites qu'il n'y a pas les capacités de formation à la faculté, mais enfin c'est pas... Et on vous interrogera aussi sur la formation des médecins, hein, bien entendu. Vous alliez dire c'est pas une réponse. Mais si, c'est une réponse. En soi, c'est même la réponse. Je prenais les devants, mais j'ai raté. Hein, en soi, c'est même la réponse. Quel est l'intérêt aujourd'hui du numerus clausus? L'intérêt du numerus clausus, arriver à ce taux aujourd'hui d'étudiants, parce que vous savez que nous avions demandé à ce qu'il augmente pour arriver à la barrière des 8000 ou 9000 sortants. Nous y sommes à quelques dizaines d'unités près. Le numerus clausus est aujourd'hui, ou doit être aujourd'hui, adapté à la capacité de formation du monde universitaire. Qu'est-ce qui pêche aujourd'hui? C'est que cette capacité de formation du monde universitaire, elle est tournée majoritairement vers l'établissement hospitalier universitaire. C'est-à-dire que nous avons des gisements formateurs qui aujourd'hui ne sont pas totalement utilisés.
Si on veut augmenter le numerus clausus, il faut l'augmenter en allant vers les gisements formateurs, de façon à pouvoir mettre dans les territoires précocement ces jeunes professionnels, les amener à s'éduquer à leur environnement territorial, les amener à s'éduquer à la coopération entre les différents secteurs. Et à partir de quelle santé. année, à partir de quelle année Il faut à tout le moins que ça soit dès la première année du 3e cycle, à tout le moins, oui. mais ça aura encore plus d'intérêt si dans le 2e cycle, cela peut même être réalisé. Oui. Parce que première année du 3e cycle, ça fait 6e année, on est d'accord. Ça fait 7e année. 7e année, d'accord. Ça fait 7e année. Mais regardons avec objectivité ce que sont ces jeunes en formation. Aujourd'hui, vous arrivez à des diplômés qui sont des diplômés de 33, 32, 33 ans. C'est-à-dire qui ont en moyenne 3 ans, voire 4 ans de plus. Il faut leur permettre de construire un projet personnel dans les territoires, parce que sans ça, vous les avez sortant de leur formation, avec un projet personnel qui existe déjà parce qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants éventuellement, et qui va forcément passer par le projet personnel de groupe, si je puis dire, ou de famille. Il faut très tôt leur permettre de construire un projet professionnel. Et pour le faire, il faut qu'ils soient inclus. Si demain, augmenter le numerus clausus, c'est mettre 20 000 étudiants, c'est tirer au sort les étudiants pour qu'ils puissent être en PACES. On peut faire les choses bien. On n'est pas obligé de faire du tirage au sort, qui est une sorte de scandale. Vous êtes élevé, et t'imagines contre. Vous ne m'avez pas lu, alors, parce que nous avons fait... Je vous laisse la réponse. Nous avons fait plus que nous élever. Nous avons dit que c'était une iniquité. Oui, il y a quelques pays où ça se passe. C'est pas une raison, mon cher Pascal. Il y a des pays qui sont des dictatures, et c'est pas pour autant que nous les prenons pour exemple. Non, enfin, ça c'était l'Allemagne. Pas une dictature. Globalement, ne si caricaturons pas. Il y en a d'autres qui sont des dictatures et qui le font. Alors, vous savez, moi je ne regarde pas. Nous avons vécu à l'aune de l'exemplarité canadienne, puis de l'exemplarité anglo-saxonne, puis de l'exemplarité allemande, tout ceci pour que notre système de santé court après l'exemplarité des autres et ne développe pas ses propres capacités, ses propres compétences et ses propres excellences. Est-ce qu'il n'y a pas urgence quand même par rapport aux déserts médicaux, à l'accès aux soins? Enfin, c'est une vraie problématique, hein. Il y a peut-être des mises en danger. Assurément, il y a urgence. Alors, qu'est-ce que vous recommandez en urgence? Il y a urgence aujourd'hui à ce que nous puissions agir. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit créer un poste DES de territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à la fin des études médicales, permettez aux jeunes professionnels de s'inscrire dans un projet territorial pendant 3 ans. Ce n'est pas de leur dire à la 2e ou la 3e année, vous allez construire un projet qui va vous amener à devoir rester dans un territoire. C'est leur proposer de rester dans les territoires avec un poste DES qui va leur permettre d'obtenir ce que nous appelons, nous, des valorisations de parcours. Il faut construire une carrière professionnelle. Et cette carrière professionnelle, elle se construit dès les études. Elle ne se construit pas après les études. Si nous créons du poste DES de territoire, si nous augmentons la capacité pour les territoires d'accueillir et d'accompagner les jeunes professionnels dans leurs projets, nous apportons des réponses territoriales. Et nous le savons puisque nous avons déjà des résultats, que ce soit à Toulouse, que ce soit en Bourgogne. On voit que quand les universités ont un contrat territorial, contractualisent avec leur environnement, amènent les jeunes à être formés dans leur territoire, on a des augmentations significatives d'installations. Alors vous me direz, 8, 10 installations de plus une année, c'est peu de choses. Mais c'est énorme pour un territoire qui n'a plus d'installation. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des financements particuliers? Il faut en tout cas réorienter le financement du système de santé. Oui, bien sûr. Nous l'avions dit, rappelez-vous, il y a maintenant quelques mois, il y aura besoin d'un investissement majeur dans le monde universitaire. Il y aura besoin d'un investissement majeur dans la valorisation des carrières professionnelles. Oui. Pascal, on peut peut-être passer à la prévention, qui est la priorité du président de la République. Rapidement, bien évidemment, vous êtes pour la prévention, mais c'est le point faible de la France. Vous voulez mettre le médecin et le patient au cœur de la prévention. Très rapidement, quel est votre projet? Et est-ce que vous pensez, comme le propose la ministre de la Santé, des solidarités de la santé, qu'il faut que les médecins se vaccinent tous d'une façon obligatoire contre la grippe? Je réponds, je l'ai dit, hein, nous sommes pour la vaccination obligatoire des professionnels de santé. On a d'ailleurs été les seuls à le dire. Et s'ils ne se vaccinent pas, est-ce que c'est une faute déontologique? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, dès lors qu'il s'agit d'une obligation. Hein? Alors pour élargir la question de Philippe, au-delà de la vaccination, sur la prévention, tout le monde le dit depuis des années et des années, quelle est votre proposition? Et notamment,
dans le fond, les pistes de réflexion que vous avez, sachant que notre système, pour simplifier, est plus curatif que préventif. Oui, ça c'est un peu unilote que de le dire, puisque ça fait 3 décennies que nous le disons. Le titre 1, c'est d'ailleurs le seul titre, vous le savez, que nous avons accompagné dans la loi de modernisation, qui est le titre sur la prévention. Il y en a un quand même. Il y en a au moins un, oui. Il faut aujourd'hui à la fois avoir les acteurs pour la prévention, à la fois créer le maillage nécessaire dans les territoires pour que cette prévention puisse se mettre en place. Donc avoir aussi les acteurs usagers pour le faire. Il faut avoir les acteurs professionnels parce que, rappelons-nous que médecins scolaires, activité en totale disparition, médecine du travail qui devient maintenant médecine et santé au travail, par le titre du nouveau DES, une spécialité en totale déshérence. C'est-à-dire que les acteurs étiquetés acteurs de prévention aujourd'hui sont dans Mais là aussi, Monsieur le Président, on manque de médecins. Non, là, on manque de volonté d'ouvrir des filières spécifiques. Je ne vous ferai pas l'injure de reparler de la loi travail. Mais vous savez très bien que nous nous sommes élevés dans la loi travail contre les mesures qui ont stérilisé la médecine du travail. Nous nous sommes élevés. Par contre, nous avons accompagné, avant la loi travail, les mesures qui ont permis d'avoir une extension des compétences des infirmières au travail, qui ont permis à des médecins généralistes de venir accompagner des acteurs de médecine du travail. Et puis enfin, il faut que la prévention fasse partie du cœur reconnu des actions des professionnels. Nous le disons, les médecins demandent du temps médical. Ils demandent du temps médical parce qu'ils ont le sentiment justifié, exacerbé, de ce qu'ils ont de plus en plus de tâches administratives à faire et de moins en moins de temps à consacrer à leur métier. Mais pour qu'ils puissent consacrer ce temps, il faut d'une part investir pour que les tâches administratives disparaissent, mais il faut aussi donner du sens à la prévention faite par les professionnels et revoir le mécanisme de rémunération des professionnels. Vous savez, nous avons dit, nous, que la rémunération à l'acte n'était pas pour nous le fondement de l'activité et de la définition de l'activité libérale. Il y avait aussi la reconnaissance des missions en matière de santé publique. Donnez-nous quelques pistes sur le sujet de la rémunération, puisque on sait que les gouvernements précédents, et notamment d'ailleurs, puisque vous l'avez reconnu, Marisol Touraine, avaient inscrit la prévention dans l'article 1 de sa loi. Aujourd'hui, le président de la République dit que la prévention sera le maître mot de son action. Quand même, là où ça pêche, c'est des problèmes de rémunération des actes de prévention. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. Quelle est votre piste que vous ouvrez sur la rémunération? Donnez-nous des éclaircissements. Et deuxièmement, alors j'emploie le terme qui a été parfois mal employé, mais le transfert de compétences. Les médecins sont-ils prêts à transférer quelques-unes de leurs compétences à d'autres professionnels de la santé qui nous écoutent d'ailleurs ce matin, les infirmiers ou les pharmaciens, les orthoptistes, etc. On voit bien que chaque fois, les médecins se recroquevillent sur leur précaré. Comment concrètement avancer sur ce sujet? Attendez, parlons d'abord de la rémunération et je parlerai des compétences après. La rémunération, si vous voulez, pour nous, c'est la reconnaissance d'un certain nombre de missions. Il y a donc aujourd'hui des rémunérations en matière de santé publique qui doivent être des rémunérations qui sont liées à ce que l'on demande à des professionnels. Il y a donc l'acte qui est une chose, il y a ce qui est de la nature conventionnelle, et ça n'est pas à nous d'en parler, c'est aux acteurs représentatifs de la profession de le faire, et puis il y a ce que l'État doit reconnaître comme mission de santé publique, comme mission exercée par les médecins, et ce, quel que soit le statut suivant lequel ils l'exercent. Parce qu'elle soit exercée par un médecin salarié, un médecin hospitalier ou un médecin libéral, c'est avant toute chose une mission de santé publique. Et donc il y a là un champ complet d'ouverture de rémunération qui existe et qui sont de la compétence, de la définition, de la gouvernance. Donc nous irons dans ce sens-là. La rémunération est un vrai levier pour faire plus de prévention, pour faire plus de différents actes. La rémunération est une reconnaissance de ce que l'on attend des professionnels. Il ne suffit pas de le dire, il faut le rendre possible. Ça, c'est la première chose. Alors, sur la rémunération, il y a ce que les médecins appellent, vous dites qu'il faut une aide à l'administratif dans un cabinet médical. Donc, est-ce que vous défendez l'infirmière clinicienne qui peut aider à l'éducation thérapeutique, qui peut aider à faire certaines démarches administratives, le forfait structure? Est-ce que vous pensez qu'il faut carrément aller dans cette direction? Ce à quoi, finalement, nous sommes attachés, c'est de dire il faut réfléchir à ce que nous pouvons mettre en œuvre comme procédure de simplification administrative.
administrative. Il y a des choses aujourd'hui qui, effectivement, ne doivent pas être faites par un professionnel qui a été formé pendant des années à faire autre chose. Qui peut le faire dans son cabinet, une assistante? Eh bien, il y a aujourd'hui à créer des situations dans lesquelles on permet à ces professionnels d'avoir les aides administratives ou les simplifications administratives qui vont l'amener à faire son métier. Enfin, c'est quand même paradoxal de former des professionnels de santé en 3, 5, 7, 9, voire 12 ans et de leur demander de faire ce qui pourrait être fait par d'autres acteurs formés au niveau de compétence qui est attendu. Vous seriez d'accord également, ou seriez-vous d'accord pour transférer des actes clairs, par exemple la vaccination, à des infirmiers ou à des pharmaciens? On vous a écouté, entendu sur ce sujet et on ne vous a pas vu réagir. Enfin, je ne dis pas le président nécessairement du Conseil de l'Ordre, l'ensemble des médecins, on les a vus sur leurs réserves. Êtes-vous sûr qu'on ne nous ait pas vu réagir? Moi, j'ai le sentiment qu'on nous a beaucoup vu réagir. Oui, nous partons d'un principe. Pour moi, en tout cas, dans le bon sens. Je vous laisse à votre interprétation, mais j'espère qu'elle n'est que temporaire. Qu'avons-nous à dire? La compétence, c'est quelque chose qui se partage. Qui se partage au bénéfice de personnes qui sont en besoin de prise en charge. Dès lors que l'on parle de délégation, c'est-à-dire de retrancher des espaces de compétences pour les donner à d'autres professionnels, on ouvre la cascade infernale. Les médecins défendent leur champ de compétences, les infirmiers défendent leur champ de compétences, les aides-soignants défendent leur champ de compétences, et on est dans une cascade où chacun va tenter de défendre son champ de compétences. Donc vous dites qu'il faut partager. Nous disons, quand on connaît bien les contenus métiers, quand on a bien formalisé ce qu'étaient les contenus métiers, aujourd'hui, on est capable de savoir quelles sont les compétences dans lesquelles ces contenus métiers se superposent. Et on est capable d'hisser les professions vers une amélioration de leurs compétences et non pas de les considérer comme des personnes à tout faire pour finalement faire ce qui ne serait plus à faire par les médecins. Alors concrètement, parce qu'on voit bien le concept, j'espère que tout le monde le voit bien, mais concrètement, le pharmacien peut vacciner. Enfin, il y a 21 000 morts par grippe l'année dernière. Concrètement, et merci de poser des questions sur hashtag contrepoint de la santé. Non, contrepoint santé. Concrètement, parce que je n'ai pas de raison aujourd'hui de varier dans la position qui est la mienne, concrètement, nous aurions mieux fait, et ce n'est pas faute de l'avoir dit, nous aurions mieux fait de partager la compétence vaccinale avec tous les infirmiers de France que de transférer la compétence aux pharmaciens. Non mais on transfère, on partage. Les médecins vont garder la compétence de vaccination quand même. Pourquoi vous dites transférer? Parce que... Et pourquoi vous dites les pharmaciens, pas les pharmaciens mais les infirmiers, alors qu'il y a un problème majeur. Pourquoi pas les deux? Il y a un problème majeur de santé publique. 21 000 morts. Eh bien oui, mais il y a 670 000 infirmiers en France qui aujourd'hui peuvent être des acteurs de la vaccination. 670 000 infirmiers, 280 000 médecins. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 280 000 médecins, vous exagérez un peu. Non, 280 000. Non, inscrits à l'ordre, mais pas qui pratiquent. Mon cher, je me permets de vous rappeler qu'il y en a 210 000 en activité régulière, il y en a 15 000 en activité de remplacement, et il y en a à peu près 15 000 en activité de retraite et intermittente. Et il y en a certains journalistes. On n'est pas très loin. Non, mais pour les pharmaciens, pourquoi? Il y a un problème majeur de santé publique. Laissez-moi d'abord parler des infirmiers. Laissez-moi d'abord parler des professions médicales et paramédicales. Laissez-moi parler de ceux qui, dans leur contenu métier, dans leur décret compétences, ont déjà la capacité de le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Eh bien parce qu'ils n'ont pas l'ouverture réglementaire pour le faire. Aujourd'hui, ils sont en situation de pouvoir vacciner contre la grippe dès lors qu'il y a eu une première prescription par un médecin. Il faudrait, nous l'avons demandé, à ce que les infirmiers aient une ouverture de leur décret compétences pour qu'ils puissent être les acteurs de la vaccination. Et nous sommes pratiquement 1 million de professionnels à pouvoir agir. C'est-à-dire que plutôt que de faire 3 petites expérimentations dans 3 morceaux de région pour que les pharmaciens puissent vacciner dans leur Donc on retient que vous êtes pour, d'accord. Non, donc les médecins Pascal, sont pour. Non, nous sommes pas pour les pharmaciens. Les professions médicales et paramédicales. Dont font pas partie les pharmaciens. Pourquoi pas les pharmaciens? Le pharmacien, Pascal, il a 1 million... Permettez-moi de ne parler que de la posture de l'institution ordinale. Mais pourquoi pas le pharmacien alors?
Pourquoi pas le pharmacien? Parce que ça n'est pas une profession médicale ni paramédicale. Ah, c'est une argutie administrative, Ah ben c'est écoutez, pas une argutie sur le fond. c'est l'argutie qui est la nôtre. Elle peut vous paraître administrative et je vous en laisse la responsabilité. Nous avons une logique qui est une logique de profession médicale et paramédicale. Et nous pensons que les contenus métiers, les partages de compétences, c'est avec ces acteurs-là, 1 300 000 professionnels de santé, qu'il faut les jouer. Mais vous ne croyez pas que par rapport au drame de 21 000 personnes âgées, vous me direz, mais c'est pas une raison, hein, on est âgé, on peut vivre encore très longtemps, qui sont morts de la grippe saisonnière l'année dernière, vous ne pensez pas qu'il y a urgence, qu'il faut mettre toutes les bonnes volontés, hein, c'est ce que nous avons dit à la ministre précédente. Il suffit de faire un décret qui n'est pas un décret en Conseil d'État et qui ouvre la capacité de la vaccination aux infirmiers. On va le transmettre à Mme Buzyn. Patrick Bouet à Mme Buzyn, et que vous a-t-elle dit, que vous a-t-elle promis, que va-t-elle faire? On attend un petit peu, mais enfin maintenant on va savoir. Et à vous, que vous a-t-elle dit dans l'intimité de son bureau? Vous pensez bien que dans l'intimité de son bureau, je ne vais pas vous raconter pourquoi ce qui a été le contenu de cet entretien. Nous aimerions savoir. Ce sur quoi nous sommes tombés très rapidement d'accord, c'est d'une part qu'il fallait rétablir le climat de confiance entre la gouvernance et les professionnels. Donc ça a l'air... Ça, c'est a priori ce qui est en train de se jouer en ce moment. C'est a priori ce qui est en train de se jouer en ce moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il fallait entrer dans une vision structurante. Et que cette vision structurante, elle nécessitait qu'une vraie réforme structurante du système de santé soit mise en place. Et que nous continuions de dire, comme nous l'avions dit d'ailleurs aux candidats à la présidence de la République, qu'on ne s'en sortirait pas les 5 ans qui viennent en continuant d'aménager cosmétiquement le système de santé. Qu'il fallait aller vers des propositions structurantes c'est-à-dire, dans le système de santé, c'est-à-dire notre vision territoriale. C'est logique. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous avons dit à Mme Buzyn que si le développement à venir de l'action de la gouvernance s'était normé, nous serions contre. Et nous serions en opposition. Normé, c'est-à-dire concrètement? Normé, c'est-à-dire créer des règles que l'on contraint et que l'on demande aux professionnels d'exécuter, charge à eux d'apporter la preuve qu'ils l'exécutent. C'est ce qui se passe en ce moment pour les maisons de santé pluridisciplinaires. Oui. En ce moment, aujourd'hui, les maisons de santé pluridisciplinaires sont en train d'étouffer sous le poids du rapport administratif à rendre pour pouvoir continuer de bénéficier des résultats ou des dotations qui sont nécessaires. Ça, il faut le faire disparaître. Est-ce que vous ne croyez pas, finalement, que tout ça, en 5 ans, risque de complètement exploser? Parce que quand on se remémore il y a 5 ans, on ne parlait pas d'intelligence artificielle comme on en parle aujourd'hui, on ne parlait pas de plateforme de conseil et de consultation, de réseaux sociaux, de e-santé, de nouvelles technologies. Est-ce que vous ne pensez pas que sur les 5 années à venir, toute cette effervescence technologique, pharmacologique, numérique, digitale, etc., va exploser, va faire exploser la relation du médecin et de son patient, et que la médecine dans 5 ans sera complètement différente. Quelle est votre vision par rapport à ça? Et rajoutons l'immunothérapie, peut-être, également, ou la médecine personnalisée, enfin, les nouveaux traitements. La médecine génomique, tu as raison. Vous savez, je dis heureusement que la médecine va suivre, voire même anticiper sur l'évolution des technologies. Suivre ou être dépassé? Je ne pense pas avoir les initiatives qui se créent aujourd'hui dans le monde de la santé, qu'il faille redouter qu'il y ait une explosion ou une inadéquation entre la profession et les nouvelles technologies. Il y a aujourd'hui énormément d'initiatives. L'intelligence artificielle, les diagnostics qui seront mieux faits par la machine, en dermatologie, en radiologie en particulier. Enfin là, moi, je ne m'appelle pas auteur de science-fiction pour l'instant. Je dis, il faut que nous fassions, que nous agissions de telle sorte que dans leur formation, dans leur exercice, dans la structuration du système de santé, dans les investissements et les financements qui vont être mis en place pour que ce système de santé se structure, il faut aujourd'hui avoir comme priorité à l'esprit l'innovation technologique. Il faut l'avoir comme priorité parce que c'est effectivement ce qui va bouleversifier, si vous me permettez ce terme, ce qui va bouleversifier l'exercice des professions de santé. Et il faut dès aujourd'hui, et on est même déjà un peu en retard, mais il faut dès aujourd'hui que l'ensemble des mesures structurantes s'orientent vers ces nouvelles technologies. Et nous pensons, nous, résolument que les cycles ont toujours été les mêmes.
les professionnels ont été bousculés par des technologies innovantes, et ce, de tout temps de l'histoire de la médecine et des professions de santé. Donc demain, il y aura de nouvelles technologies. Demain, le nouveau métier existera. Mais nous avons la fatuité de croire que le système expert restera un être humain capable de discriminer entre les solutions technologiques. Vous n'êtes pas inquiet, vous êtes vigilant mais pas inquiet. Non, je ne suis pas inquiet. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait être inquiet face à l'avenir ? Je serais inquiet si j'ai le sentiment dans les mois qui viennent que la gouvernance ne comprend pas cette situation. On va se tourner également, Président Bouet, on va se tourner vers Renaud Degas qui doit avoir des questions ou qui va les préparer. Président, il y a quelques questions qui sont un peu autour du partage de compétences et de la coordination, forcément. Il y a une question de François Pollen du groupe Point Vision, et la question ne vous étonnera pas, c'est-à-dire que en référence au décret paru en fin décembre, quelle est votre position sur la collaboration entre médecins et paramédicaux sur cet exemple en particulier de la vision ? Vous avez répondu sur la vaccination, mais est-ce que cette logique de coordination, voire de transfert ou de partage de compétences entre médecins et paramédicaux peut s'étendre à d'autres champs aussi ? Dans le cadre de la logique aujourd'hui et de ce que je vous ai moi-même dit, c'est-à-dire les champs de compétences et leur superposition, nous devrons être innovants. Nous devrons faire évoluer à la fois les mentalités et à la fois les réglementations. Et qu'a priori, l'ordre des médecins ne se positionnera pas comme un freinateur. D'ailleurs, nous avons demandé à ce que des évolutions se mettent en place. Et que si nous parlons bien de superposition de compétences, de partage des contenus métiers dans cette superposition de compétences et d'une élévation du niveau de compétences de tous les acteurs, nous sommes dans un champ dans lequel nous soutiendrons et nous agirons pour que ces compétences puissent être partagées. Oui, il n'y a pas de raison. Il y a une question juste autour du partage aussi, mais là on est plus sur la technique du partage, ou peut-être c'est autour de la télémédecine et sur comme un outil de maillage de territoire. Là aussi c'est une ancienne. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on est mûr ? Il y a une histoire de rémunération, on est certain, mais est-ce que les acteurs sont mûrs, et est-ce que ça peut être une solution sur le maillage qu'on évoquait tout à l'heure en offre de soins ? Nous sommes convaincus aujourd'hui, nous, que la télémédecine, la médecine dématérialisée, l'utilisation des données de santé, le partage des dossiers patients et professionnels, tout ceci, c'est la façon dont la médecine va devoir s'exercer demain. Le décloisonnement, ça n'est pas que du décloisonnement physique, c'est aussi un décloisonnement des mentalités. C'est aussi le fait de considérer ce qui finalement était affirmé par la médecine dans les décennies précédentes, c'est-à-dire que le patient est un tout et que c'est autour de ce tout qu'il faut que tous se réunissent. Donc les nouvelles technologies sont probablement aujourd'hui une chance majeure d'arriver à ce résultat parce que la distance est abolie. Mais il risque d'y avoir des effets pervers, non ? Dans la relation patient-médecin, le colloque singulier, le contact direct. Est-ce qu'il faut être vigilant de ce point de vue ? Il y a des médecins qui sont inquiets en tout cas, qui nous le disent. Il faut être vigilant sur le risque de déshumanisation. Ça, il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur le risque de déshumanisation. Mais sur le fait que des technologies nouvelles aujourd'hui permettent une amélioration des prises en charge, une abolition des distances et une capacité pour tous d'accéder à la même qualité dans la prestation professionnelle, non. Et sur l'aspect préventif, c'est-à-dire en réalité auto-prévention. Pascal, juste un point, il y a un truc, Twitter est bien fait, il y a juste une question qui est autour du patient justement, et de cette relation, et même plus que de cette relation, c'est autour de l'université des patients experts. J'ai une question là. Que pensez-vous, quelque part, de cette intrusion des patients experts dans votre champ de compétences ou pas ? Comment vous l'accueillez ? Alors permettez-moi une anecdote personnelle. Ça va vous donner l'état d'esprit dans lequel je suis. Lorsque j'étais généraliste enseignant à Paris 13, université un petit peu novatrice en la matière. C'est Vincennes c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Il y a une vingtaine d'années, comment faisions-nous les cours de médecine générale ? Nous les faisions un professionnel, un usager de santé. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans à Léonard de Vinci, nous pensions que pour que l'étudiant comprenne bien ce qu'était le binôme singulier médecin-patient, il fallait que le patient soit présent. Donc,
aujourd'hui, je ne peux qu'avoir un regard intéressé et un regard, je dirais, promoteur. Votre ordre a des relations particulières avec les patients? Vous travaillez avec eux? Oui. Comment ça se passe? Oui, oui. Vous savez que j'ai créé il y a 4 ans ce que j'appelle le pôle patient, qui est aujourd'hui présidé par un vice-président, qui est en relation avec le défenseur des droits, avec les associations d'usagers. Vous savez que nous avons mis en place la commission de refus de soins dans laquelle nous travaillons avec les usagers de santé. Il y en a beaucoup encore de refus de soins, ça s'est amélioré un peu. Il y en a pas tant que ça déclaré. Il y en a pas tant que ça déclaré. Mais le fait qu'il ne soit pas déclaré ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire que nous devons travailler, et c'est l'action que j'ai proposé de faire dans le cadre de la commission de refus de soins. Nous devons travailler avec les acteurs usagers pour identifier les situations, de façon à pouvoir mener des actions. Encore une question sur Twitter. Réaction, je dirais, quand vous évoquez tout ce qui est innovation, digital, etc., l'impression, en tout cas, d'un des participants à ce débat, oui, quand on parle du digital, c'est pour demain, mais demain, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette question-là, vous le prenez comme une question d'aujourd'hui, urgente, au risque que les médecins en fait, voient passer la vague du digital et soient complètement débordés en fait, par les patients eux-mêmes et les outils qu'ils utilisent très bien pour contourner le système quand ils en ont besoin? Moi, je suis surpris de cette question parce que quand on regarde ceux qui sont aujourd'hui les promoteurs de la dématérialisation et du digital, ce sont des médecins. Ce sont des médecins qui, avec d'autres acteurs, construisent une vision nouvelle. Donc nous disons c'est presque même déjà d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une extrême urgence, c'était déjà une priorité hier, et nous n'avons pas réussi à la transformer. Aujourd'hui, c'est une urgence, mais l'Ordre des médecins est déterminé, et vous savez que nous avons produit un certain nombre de rapports, un certain nombre de propositions depuis maintenant 4 ans, et déterminé à faire avancer ce dossier. Et nous sommes présents dans toutes les domaines de la gouvernance qui consistent à faire avancer ce dossier. Je dirais à M. Burnel, qui le sait mieux qu'un autre, que nous sommes très présents dans ce domaine-là et que nous avons acquis aujourd'hui une expérience internationale dans le domaine. Donc voilà, nous serons des acteurs promoteurs de cette évolution. Patrick Bouet, qualité et pertinence des soins, c'est un sujet difficile. Il y a un rapport de l'OCDE qui dit que si on faisait mieux, on pourrait faire en plus des économies, si on améliorait la qualité, qui c'est chiffré à peu près à 20%. Quel est votre regard sur cette question importante de qualité des soins? Est-ce que vous conseillez que la formation, les étudiants en médecine passent les ECN, les épreuves classantes nationales, tout ça sur informatique de façon absolument extraordinaire, avec des petites tablettes, et après, quand on est médecin, est-ce que vous pensez qu'il faut une recertification obligatoire, et si oui, qui pourrait la faire? Là, vous mettez plusieurs questions. Voilà, il y en a 3, on va dire. Plusieurs questions ensemble. Alors, étudiants, recertification et globalement la qualité des soins. Nous disons étudiants, ça veut dire formation, ça veut dire immersion. Il y a donc à revoir aujourd'hui la façon dont le médecin va être intégré dans son environnement. Donc la formation aujourd'hui doit évoluer pour qu'effectivement les dimensions d'efficience, pertinence, qualité soient une priorité de l'exercice des professionnels. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Ça l'est, mais dans une formation ou dans une vision qui est un peu passéiste. Il faut aujourd'hui la construire de telle sorte que le professionnel de santé retrouve sa place centrale dans un mécanisme qui a pour objectif la performance des soins qui sont apportés. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que l'économie ne doit pas contraindre qualité, pertinence et efficience. Qualité, pertinence et efficience sont des acteurs majeurs d'une meilleure gestion du système de santé. Et c'est comme ça qu'il faut le regarder et pas dans l'autre sens. Et nous continuerons de l'affirmer très clairement là aussi. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il ne faut pas que l'économie gouverne, tout le monde est d'accord. Nommez-moi ministre de la Santé, Monsieur Leduc, ça sera très bien. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? On va appeler Emmanuel tout de suite. Il faut aujourd'hui que la gouvernance, et il faut aujourd'hui que les acteurs professionnels admettent que c'est dans le dialogue et dans la construction de mesures structurantes qu'on peut décider et décliner l'avenir du système de santé. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, si je puis me permettre. Non, on a tout dit. Oui, mais concrètement. On a tout dit. C'est-à-dire que pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait une synergie totale dans ce trio, gouvernance, usagers et professionnels. Il faut donc
et j'y reviens, investir massivement, permettre aux innovations technologiques de se développer, permettre aux initiatives territoriales d'être structurantes, avoir pour objectif qualité, efficience, pertinence comme mesure régulatrice économique et non pas économie comme mesure régulatrice de la qualité, pertinence, efficience. Il faut en un mot renouer un dialogue structurant pour réorganiser le système de soins. La vraie urgence, elle est là. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le système qui a un certain succès aux États-Unis, c'est le Choosing Wisely, qui fait que chaque société savante, enfin en tout cas dans chaque spécialité, il y a une liste de circonstances où il faut être particulièrement prudent, un peu comme les Rémo d'avant du plan Juppé, on remonte à 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même structurer cette démarche d'une façon plus concrète, plus précise, plus volontariste? Et puis vous nous direz deux mots sur la recertification. D'autant qu'on peut y trouver un lien très rapide. Absolument. Nous pensons très concrètement que les collèges nationaux professionnels, qui sont des structures qui, spécialité par spécialité, rassemblent tous les acteurs de la formation à l'exercice, il faut donner aujourd'hui la capacité à ces conseils nationaux professionnels d'être des acteurs en matière de qualité, efficience, pertinence. Et aujourd'hui, on en est loin. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez un peu rassuré sur la formation continue médicale, Madame Buzyn, vous en avez parlé. On en a parlé, mais j'attends plus pour être rassuré. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit le cas, justement, que ces collèges professionnels disent, voilà, là, il faut faire très attention parce que ça peut être dangereux, parce que ça coûte cher. Il faut aujourd'hui permettre à ces collèges nationaux professionnels d'exister. Il faut leur permettre de se structurer et il faut leur donner une compétence pour fixer les référentiels professionnels. Je dis bien les référentiels professionnels. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Et ça nous amène, effectivement, non pas... Vous savez, j'ai utilisé recertification pour être provocateur. Et je dois avouer qu'on a bien réussi, puisque nous avons reprovoqué un débat qui était complètement éteint depuis plusieurs décennies. Il faut effectivement aujourd'hui se poser la question de la valorisation du parcours compétences professionnelles. Qu'est-ce que ça signifie pour un professionnel d'entretenir, d'améliorer sa compétence au regard d'un certain nombre de référentiels de sa spécialité? C'est une question de fond, puisqu'aujourd'hui, Boué, 30 ans, médecin généraliste, et Boué, 62 ans, médecin généraliste, il n'y a rien qui a valorisé son parcours compétences. Vous êtes encore capable d'exercer la médecine ou on va faire un contrôle? Je crois l'être. Bon. Je crois l'être. Mais je le suis peut-être finalement moins que d'autres. Enfin, mais vous êtes quand même un des rares médecins qui a eu une vraie promotion professionnelle. Président du Conseil de l'Ordre des médecins, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce pour autant une valorisation de mon parcours compétences? Je plaisantais. Pascal, j'en suis pas tout à fait sûr. Alors, recertification. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous disons, il faut périodiquement pouvoir évaluer le parcours compétences d'un professionnel et que cette évaluation ait une signification sur son parcours professionnel. En un mot, soyons simples et donnons des exemples, il faut que, dès lors que périodiquement cette compétence est évaluée et qu'elle est estimée comme ayant été enrichie ou comme ayant permis aux professionnels d'avoir un parcours individuel de meilleure qualité, il faut que ça ait des significations statutaires dans l'hôpital. Il faut que ça ait des significations en matière de rôle et de statut dans le monde salarié. Il faut que ça ait des significations en matière de vie conventionnelle. Il faut que tout ceci amène à hisser professionnellement tout au long de sa carrière un professionnel vers un parcours qualité, pertinence, efficience de plus en plus performant. Donc vous êtes pour la recertification dans ce cadre-là et qui, alors ça dépend des types de médecins salariés ou les libéraux, qui ferait cette recertification? Est-ce que ça serait l'ordre, l'université, l'ARS, les pouvoirs publics? Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas l'ordre. Ça va rassurer quelques-uns. L'ordre est maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons évaluer, grâce à des experts à nos côtés, les parcours individuels. Vous donnez le certificat. Mais nous n'avons aucune capacité à être experts. C'est pour ça que nous disons qu'il faut des CNP qui soient bien constitués. CNP, c'est les collèges professionnels. Les collèges nationaux professionnels. Et il faut que ces collèges nationaux professionnels, ils intègrent la composante universitaire parce qu'il est indispensable de lier cette compétence à la formation initiale. Il y a une logique aujourd'hui dans le fait que les collèges nationaux professionnels puissent être développés, c'est parce qu'ils peuvent être les acteurs de l'expertise. D'accord. Renaud veut dialoguer avec nous. J'ai une question dans la salle qui est plutôt de l'ordre d'équilibre économique pour la valorisation du système de soins en ville.
est-elle possible dans un cadre d'enveloppe budgétaire maîtrisée, on va dire au moins ça? Est-ce que c'est possible de revaloriser le parcours en ville sans avoir des grosses économies à faire sur l'hospitalisation? Oui, rappelons, très bonne question, rappelons 15 milliards d'économies sur 5 ans annoncées par Emmanuel Macron quand il était candidat et Ondam à 2,3%. Ce qui est plutôt pas mal, Ondam à 2,3%. Ce qui, en tout cas, on a connu pire, si je puis dire. On a connu pire. Là encore, c'est peut-être une refondation de la pensée structurante qu'il faut mettre en place. Hein. C'est-à-dire que globalement, si on est dans le schéma qui est celui qui nous guide depuis 2 décennies ou 3 décennies, la réponse va être c'est impossible. Mais si on adopte une autre vision structurante dans laquelle effectivement on réorganise le système de santé pour lui permettre d'améliorer sa pertinence, sa qualité et son efficience, on a là des gisements d'opportunités économiques qui sont considérables. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les différents rapports qui ont été faits et qui le démontrent. Donc plutôt que de rationner par une rationalisation économique à la sortie de la réflexion, il nous semble que l'investissement serait plus productif en ramenant à une vision structurante du système de santé. Une nouvelle vision structurante. Vous voulez dire qu'il y a vraiment des marges d'économie importantes si on a une vision, on restructure le système de santé. Il y a des marges d'optimisation économique importantes, oui. D'économie, vous ne voulez pas dire le mot? Non, de marge d'économie. D'accord. Ouais, et vous n'êtes pas, ou êtes-vous parmi ceux qui pensent, c'est quand même un mainstream depuis plusieurs années, qu'il y a trop d'hôpitaux en France, qu'ils sont mal organisés, enfin, etc. etc. Ou êtes-vous, de ce point de vue-là, plus équilibré, puisque je rappelle que vous êtes le président de tous les médecins, c'est-à-dire à la fois des libéraux, mais aussi des salariés et des hospitaliers en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les professionnels hospitaliers qui mènent aujourd'hui cette réflexion et cette interrogation. Je pense qu'aujourd'hui, le maillage établissement public est un maillage sur lequel il faut revoir la vision structurante. Aujourd'hui, on a probablement sur notre territoire, parce que ce système est rigide, cloisonné, sans perméabilité, même entre un hôpital universitaire, un hôpital régional, des hôpitaux généraux et des hôpitaux locaux, il faut revoir comment organiser ce système hospitalier. Et il y a probablement là aussi des restructurations. Les GHT, on les ouvre? Oui. Les GHT, ah bah écoutez, si j'ai pris l'exemple des Deux-Sèvres, c'est bien parce que nous avons tendance à le penser. Qu'est-ce que vous pensez que Mme Buzyn pense? Vous inviterez Mme Buzyn, je ne doute pas. Elle sera notre prochaine invitée, mais je voudrais vous poser la question à vous maintenant, là, avant l'été. Aujourd'hui, oui. Je suis bien incapable de vous le dire. Je suis bien incapable Dans de le vous le plan dire. de M. Macron, on avait un peu l'impression qu'il y avait 2 mesures, parce qu'on ne va pas quand même se séparer dans quelques minutes du président du Conseil de l'Ordre sans lui parler de tiers payants généralisés, généralisables. Mais il y avait une deuxième, effectivement, question qui était posée, qui était celle justement de la place de l'hôpital, de la ville, enfin, etc. Et il faut aujourd'hui savoir ce que l'on attend des établissements de santé et la façon dont on organise le maillage territorial autour de l'établissement de santé. Et ça, c'est une question qui n'est pas encore réellement posée. Or, elle doit être posée puisque nous savons que d'une part, les équipes hospitalières craignent d'être des équipes trop mobiles et donc de devoir aller sur un ensemble territorial, boucher un petit peu les trous et les espaces dans les insuffisances de professionnels dans ces établissements. C'est un peu la philosophie quand même, cachée peut-être, mais enfin des territoires, enfin des politiques territoriales. Hein, c'était en tout cas la grande crainte exprimée au moment de la création des GHT, et vous l'avez vu, la grande crainte exprimée par les internes, qui demande dans la réforme du 3e cycle une clarification du statut de l'interne de façon à ne pas être une variable d'ajustement dans les établissements hospitaliers périuniversitaires. Donc il y a une vraie réflexion là sur ce qu'est l'établissement de santé. Il y a une vraie réflexion sur ce que sont et seront les EHPAD demain. Il faut savoir ce qu'elles sont et seront. Il y a une vraie réflexion sur ce que seront et les rôles qu'auront les établissements de santé privés dans l'organisation territoriale de demain. Et votre souhait, vous, les GHT, on les ouvre pas? Eh ben oui. Mais oui. L'exemple des Deux-Sèvres. Pourquoi croyez-vous que je prendrais l'exemple des Deux-Sèvres si ça n'était pas ce que nous pensons être une solution intéressante? Patrick Bouet, on arrive au terme de cet entretien. Les médecins sont fatigués, sont désabusés, sont déprimés. À l'hôpital comme en ville,
Il n'y a pas que, vous me direz, il y a aussi tout le personnel hospitalier, sûrement aussi les pharmaciens, mais restons sur les médecins. Quel est votre diagnostic et comment faire en sorte que les médecins, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a même de l'agressivité, il y a même une sorte de médecin bashing, il y a des violences dans les cabinets médicaux, alors que c'est quand même le plus beau métier du monde, c'est ce que je leur dis quand je rencontre des médecins qui sont désabusés. Alors, quel est votre diagnostic et quelles sont les solutions pour faire en sorte que ce médecin vive mieux? Et puis il y a un sujet qui vous tient à cœur, vous y avez consacré votre premier congrès dans l'ordre des médecins, c'est le médecin dans la société. C'est une soupape un peu, c'est une solidarité. Comment faire en sorte que votre projet de médecin dans la société revienne sur le devant de la scène? Vous savez, c'est un paradoxe aujourd'hui, finalement, de voir que tous les métiers qui sont aujourd'hui responsables de ce que j'appelle pompeusement la bientraitance républicaine. Finalement, notre République, elle a une responsabilité de bientraitance. Elle exprime cette responsabilité au travers d'un certain nombre de corps professionnels. Or, nous voyons ces corps professionnels, forces de sécurité intérieure, forces de sécurité extérieure, éducation et enseignement, santé et organisation du système de distribution des soins. Nous voyons l'ensemble de ces acteurs professionnels être très spécifiquement touchés aujourd'hui par une vague de ce qu'on appelle le burn-out ou le questionnement d'insertion de plus en plus importante. Pourquoi ? Parce que d'une part, pèse sur elles l'image de cette bientraitance qu'elles doivent distribuer et que d'autre part, pèse sur elles un regard de gouvernance détaché. Et que dans l'expression de leur métier, les médecins, mais on pourrait le dire pour les infirmiers, on pourrait même le dire pour les pharmaciens, vous voyez, je suis largement ouvert à l'ensemble du monde de la santé. Mais aujourd'hui, tous ces acteurs ont le très net sentiment qu'on leur demande de plus en plus d'exercer un métier dont l'image personnelle est dévalorisée, dont l'image citoyenne est dévalorisée et dont la reconnaissance statutaire est déficitaire. Finalement, aujourd'hui, l'hyperactivité, l'absence de lisibilité de l'action, et je parle là plutôt pour nos collègues des professions hospitalières ou des professions d'établissement, tout ceci amène aujourd'hui un quart des professionnels, un quart des médecins à être en situation psychologique, physiologique et physique précaire. Et les jeunes en particulier, comme l'a révélé une récente enquête. Vous saviez que nous avions fait une enquête avec les associations et syndicats d'internes qui l'avaient déjà prédémontré, que nous sommes en train de finaliser une enquête à laquelle ont répondu plus de 20 000 médecins sur l'état de santé des médecins, que les infirmiers sont en train de lancer une enquête équivalente pour la profession d'infirmier. Aujourd'hui, il y a une urgence à regarder ces professions. Une seconde pour rester en ce sujet. On a une minute encore, Pascal, vas-y. Oui. Ne pensez-vous pas qu'on met trop de pression, notamment à l'hôpital, sur les jeunes internes, les chefs de clinique, les infirmiers hospitaliers, parce que dans le fond, c'est eux qui font quand même marcher l'hôpital. Et je me pose toujours la question de savoir pourquoi un jeune médecin n'a pas, dans son cursus universitaire, la possibilité, comme ceux qui font, leurs collègues qui font des écoles de commerce, etc., d'aller se former à l'étranger, s'enrichir à l'étranger, que ça soit un peu de respiration. Qu'est-ce que vous en pensez ? 30 secondes. 30 secondes. Aujourd'hui, les questions que se posent les internes sont les questions que se posent tous les acteurs du monde de santé. C'est est-ce que mon métier est une variable d'ajustement ou est-ce que c'est un métier cœur de société ? Et c'est la même question qui se pose tout. Le médecin généraliste dans son cabinet, l'interne dans son service universitaire, le médecin hospitalier dans son équipe hospitalière de GHT. Aujourd'hui, ils veulent être dans un système qui les reconnaisse pour leurs fonctions et pas dans un système dans lequel ils ne sont considérés que comme des objets au service d'une distribution géographique. Non, on va terminer. Alors, sur un message quand même pour ce burn-out des professions de santé. Que nous sachions le prendre en charge, que nous sachions traiter avec les acteurs qui nous environnent. Et donner du sens à leur métier.
conditions dans lesquelles le métier s'exerce et que nous sachions replacer le médecin au cœur de la société dans son rôle de bientraitance. Alors, tiers payant généralisable, sinon Pascal va être furieux et je vais en écoutez, pâtir. tiers payant généralisé, vous savez ce que nous c'était, avions dit. généralisable. Vous avez Je compris suis comme vous, je demande à mieux comprendre. C'est que c'est pas obligatoire. En tout cas, voilà, nous avions dit généraliser est une chose, obligatoire est un mauvais terme et une mauvaise opération en matière de politique de santé, qu'il faut aujourd'hui permettre à ce que ce système soit stabilisé. C'est pour ça que nous avions dit généralisez-le dans un premier temps aux ALD, ce qui a été fait, effacer le terme obligatoire et laisser le temps à ce que s'installe la capacité progressive vraisemblablement que le tiers payant soit une possibilité. Ne dites pas que c'est une mesure d'ordre social. Merci Patrick Bouet, bravo Pascal, bravo merci, Philippe, bravo Renaud. Merci à tous ceux qui sont venus et qui vont nous regarder. Merci à l'équipe technique, Pierre Denis, Frédéric et Robin Wilfried. Merci à nos partenaires, MSD, Point Vision, Groupe Pasteur Mutualité. Et donc Pascal, on vous donne rendez-vous à la rentrée, en septembre, avec la ministre. Bien entendu, avec la ministre, Madame Buzyn et puis bien d'autres qui seront ici sur les tribunes des contrepoints de la santé. On vous souhaite de bonnes vacances, un bel été. Et comme on est en Macromania, on continue. À bientôt, merci, bon retour.